Hello, salut, comment ça va? Comment vas-tu bien la planète? Le podcast qui prend la température du monde. Depuis 2020, le monde connaît une pandémie nous invitant avec insistance à penser le monde d'après. Et si ce monde d'après était déjà là, au travers d'hommes, de femmes, humanitaires, missionnaires ou expatriés, qui chaque jour, aux quatre coins de la planète, vivent et s'engagent pour rendre notre monde plus soutenable. Dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'un pays, d'une culture, d'un regard, d'une action en faveur des 17 objectifs du développement durable de l'Agenda 2030. Dans ce temps pandémique si singulier qui s'inscrit déjà dans les livres d'histoire, nous vous invitons à prendre la température du monde et à devenir acteurs du changement. Je suis Patrick Longchamp, journaliste. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète? Hello, salut, comment ça va? Saison 3, épisode 6. L'innovation territoriale au service du bien-être de tous. Hello, salut, comment ça va? Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment vas-tu bien la planète. Et dans ce 6e épisode, nous continuons à explorer les alliances et les partenariats en lien avec l'objectif du développement durable 17. Et dans ce 6e épisode, nous allons évoquer la question du bonheur. Et oui, car il est bien et bon de développer un territoire, mais encore faut-il que l'on soit heureux dans ce territoire, qu'il génère du bonheur pour ses habitants et qu'il rentre dans les pages des magazines de toutes sortes qui nous construisent. Ah blabla. Mais encore faut-il qu'on soit heureux dans ce territoire, qu'il génère du bonheur pour ses habitants, quitte à ne pas... Et oui, car il est bien et bon de développer un territoire, mais encore faut-il que l'on soit heureux dans ce territoire, qu'il génère du bonheur pour ses habitants. Et ce ne seront pas les magazines de toutes sortes qui me contrediront, puisque chaque année, on voit fleurir multitude de sondages sur les villes où il fait bon vivre ou pas. L'enjeu pour un territoire, c'est à la fois de fidéliser ceux qui y habitent et attirer de nouveaux entrants, que ce soit des particuliers ou des entreprises ou des touristes. Bref, la question du bonheur est une question aussi d'innovation. Le bonheur au travail, on en parle depuis des années. Certaines philosophes comme Julia de Funès le réfutent avec de bonnes ou de mauvaises raisons. On en parlera peut-être avec nos trois invités que je vous présente très rapidement. Tout d'abord, Josiane Corneloup, présidente de l'ANPP Territoire de Projet, Association nationale des pôles territoriaux et des pays. Bonjour Josiane, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de votre invitation. Daphné Khalifa, directrice du PETR du Briançonnais. Alors je les cite tous parce que c'est très 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 long. Briançonnais, attendez, je retrouve la totalité parce que je ne l'ai pas mémorisé. Alors Daphné, bonjour. Briançonnais, vous allez tous le dire. Des écrins du Guillestroy et du Queyras, bonjour. Et du Queyras, voilà. 12 territoires pilotes du programme chef d'innovation territoriale, chef de projet innovation. Et puis Anne-Valérie Crespo, docteur en sciences de gestion et déléguée au développement social et sociétal de la région Occitanie du groupe La Poste. Et vous êtes donc la référente régionale de l'Alliance Dynamique. Bonjour à vous Anne-Valérie. Bonjour. Alors toutes les trois, on va évoquer cette question du bonheur. Je ne peux pas ne pas commencer par une question très générale. C'est quoi votre définition du bonheur pour vous, par exemple, Josiane ? C'est une bonne question à froid du matin. C'est ça. Pour moi, le bonheur réunit beaucoup de critères. Ce sont à la fois des critères matériels et des critères très personnels. Et puis peut-être également, et je pense qu'on l'abordera dans le cadre de ce que nous avons évoqué lors des États généraux, un faire ensemble. Eh ben, qui on me verra. paraît important pour aller vers une impression de plénitude, en fait. Et puis, pour vous, Daphné, c'est quoi la définition du bonheur ? Alors, tout à fait d'accord avec Josiane et un côté personnel, bien sûr, mais là, dans un côté plutôt professionnel, un cadre de travail et de vie dans un territoire où il fait beau, où il fait bon vivre et où on peut mettre en place plein de projets et d'innovations. Oui, il manque un peu de neige en ce moment, peut-être, pour vous. Et pour vous, Anne-Valérie Crespo, la définition du bonheur, je parlais du bonheur au travail au travers de différents ouvrages. Il n'y a pas que Julia de Funès qui a écrit sur le sujet. C'est quoi pour vous la définition du bonheur, Anne-Valérie ? Alors, pour moi, le bonheur, c'est d'abord pouvoir être heureux. Ça veut dire être en bonne santé. Ça me paraît être une base. C'est comme un peu la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins élémentaires. Et puis ensuite,
C'est d'avoir envie de se lever le matin et d'agir. Alors, dans en fait, une notion d'utilité pour la société, quelle que soit la facette sur laquelle on se place, à titre personnel ou dans le cadre de ses responsabilités professionnelles. Ça me paraît important comme définition du bonheur. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec vous, Josiane Corneloup. Vous êtes donc députée, présidente de l'ANPP, qui est l'Association nationale des pôles territoriaux et de pays. Et vous avez tenu avec l'ANPP vos états généraux à La Rochelle il y a quelques jours, au moment où nous enregistrons cette émission. En février et janvier-février 2024. Pourquoi avoir fait émerger cette question du bonheur comme thématique des États généraux de l'ANPP? On aurait pu penser à plein d'autres sujets. Pourquoi celui du bonheur qui est finalement dans quelque chose d'extrêmement concret qu'est le territoire et les agences les pôles territoriaux et de pays? C'est un sujet presque philosophique. Pourquoi avoir fait ce choix du bonheur, Josiane Corneloup? Eh bien, justement parce que, comme vous le disiez, l'ANPP est une association qui a toujours porté un projet ambitieux pour le développement local. Et donc, le souhait des territoires adhérents, c'est bien évidemment de mettre en place des politiques publiques qui satisfassent les populations. C'est bien la première de nos motivations. Mais nous pensons que, et si nous regardons un baromètre qui a été publié récemment, eh bien, nous voyons que malgré toutes nos politiques publiques qui coûtent beaucoup d'argent, eh bien, nous voyons que la notion de ressenti de bonheur local, eh bien, elle n'est pas forcément au rendez-vous, puisque nous sommes 30e sur l'échelle, alors je parle au niveau national, 30e sur 193, quand en tête de liste, nous avons les pays nordiques, la Finlande, la Suède, la Suisse, etc. Donc, ça interpelle. Pourquoi est-ce que parfois nous dépensons beaucoup plus que d'autres États et qu'il n'y a pas cette plénitude en fait ressentie? Et l'année dernière, nous avons tenu nos rencontres techniques à Figeac, et le pays de Figeac, comme d'autres de nos adhérents, tels que le pays de Thiérache ou le pays Sud-Bourgogne, travaillent sur cette question de bonheur local, et ils se sont attachés effectivement à définir des indicateurs qui me paraissent indispensables, parce que le bonheur local, sans logement, sans mobilité, sans santé, vous le disiez, sans des indicateurs de base qui correspondent vraiment aux besoins primaires des habitants, eh bien, il n'y a pas de bonheur local. Mais il nous a semblé qu'il fallait aller au-delà et qu'il fallait replacer vraiment l'humain au cœur de ces politiques publiques. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité creuser un petit peu ce sujet et aller vers cette notion de bonheur local. Et quand on parle de bonheur local, on parle de bonheur collectif. Alors, Anne-Valérie Daphné, vous y étiez, vous, à ces états généraux. Daphné, qu'est-ce que vous en avez ressorti, cette notion de bonheur? Ça vous a interpellé quand vous avez vu le thème? Peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude de venir à des états généraux de la NPP sur un thème, finalement, comme je le disais à l'instant, un peu philosophique, finalement. Alors oui, j'étais présente avec le président du PETR qui est au conseil d'administration de la NPP. Donc cette notion de bonheur, on la connaît. On était à Figeac aussi l'année dernière pour voir tout ce qui s'y fait sur le territoire. On s'y intéressait aussi au niveau de notre PETR. Le premier kilomètre des besoins, comme le rameau aime tant le dire. Mais c'est important d'avoir le bonheur dans la définition que je vous en donnais, le cadre de vie, ce qu'on attend chez nous, le donut, le fameux donut de nos premiers besoins, les besoins primaires des populations aussi, ce qui était abordé aussi lors de ces états généraux. Ça a été riche, beaucoup de territoires, sans le savoir peut-être, ils travaillent déjà, parce qu'on a vu beaucoup de personnes et d'intervenants qui en parlaient de manière très diverse. Aussi bien nous, par exemple, nous c'est sur la concertation, beaucoup sur lequel on travaille ce bonheur. D'autres, ça va être sur des projets plus concrets à travers la transition écologique, à travers les diverses transitions. Et oui, on y était, et oui, ça a été 2 journées très riches. Et ça vaut le coup d'aller voir le compte-rendu qui en a été fait et toutes les informations qui en sont sorties. Anne-Valérie, vous y étiez, vous, à ces états généraux? Parce que finalement, le groupe La Poste n'est pas un pôle territorial ni un pays. Donc, vous y étiez peut-être à d'autres titres à ces états généraux?
Alors, à titre personnel, je n'ai pas eu le plaisir d'être aux États généraux, mais La Poste fait partie des administrateurs de la NPP Projet Territoire. Nous sommes très engagés parce que la proximité pour La Poste, ça n'est pas un vain mot, vous l'imaginez bien. Et c'est vrai que on a parlé du bonheur à titre individuel. Là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de répondre à ses propres valeurs, qu'on soit en tant que citoyen sur son territoire, sur son bassin de vie, et aussi en tant que manager, entre guillemets, collaborateur, salarié d'une entreprise quelle qu'elle soit. Et le bonheur collectif, c'est aussi ce que disait Madame Corneloup, l'engagement, par exemple, d'une entreprise en termes d'entreprise à mission. C'est pas seulement du langage, c'est pas seulement une stratégie. La Poste, par exemple, on veut évidemment travailler à tout un tas de sujets sociaux et sociétaux, notamment pour le bien vieillir ou pour l'inclusion de chacun. Ça fait écho à notre histoire et à nos valeurs. Mais au-delà de ça, le bonheur collectif, c'est quelque part une responsabilité ancrée, incarnée dans les gens qui font l'organisation, qui font les territoires. Daphné, vous vouliez réagir, je sens. Je voulais dire qu'aux États généraux, la Poste nous a amené un petit peu de bonheur avec la NPP parce qu'ils ont mis à disposition de tous les participants Leur courrier. Une carte postale ou plus. On pouvait l'envoyer à qui on voulait et ça a amené un petit peu de bonheur à tout le monde, aux grands-parents à qui on les a envoyés, aux beaux-parents, à toutes les personnes à qui on a pu envoyer. Et c'était pas mal. La Poste, c'est la proximité, c'est le lien pour Exactement. tous et partout. Josiane Corneloup. Oui, et je pense aussi que voilà, nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui est quand même assez pesant, avec tout ce qui se passe autour de nous. Et le fait d'évoquer ce bonheur local, c'est aussi donner des perspectives, si vous voulez. C'est aussi activer. Il y avait un gériatre qui était présent au sein de nos états généraux et qui disait qu'on avait besoin d'activer notre sérotonine. Ben, c'est exactement ça. La sérotonine étant l'hormone du bon moral. Et en fait, on a besoin de perspectives positives et l'idée de se dire qu'on peut travailler tous ensemble pour un idéal commun, eh bien, c'est quelque chose de nature à donner des perspectives d'avenir et à sortir un peu de ce pessimisme ambiant, parce que je pense qu'effectivement, ça a beaucoup été évoqué, même si c'était un thème un peu difficile, parce que lorsqu'on aborde l'immatériel, comme vous le disiez, les sujets philosophiques, c'est pas forcément quelque chose qui d'emblée est aisé, mais il s'avère qu'on a eu des échanges extrêmement riches, on a eu des intervenants de grande qualité, nos adhérents qui sont déjà quand même toujours dans cette concertation, puisque c'est notre ADN, hein, ce projet de territoire qui est réalisé par tous les acteurs, et le tous, j'insiste, c'est vraiment au sens large, élus associatifs, chefs d'entreprise, habitants. Nous sommes déjà dans cette thématique, mais là, on va beaucoup plus loin. On est sur la notion, vraiment un sentiment d'appartenance, une participation des habitants au sens large, du plus vulnérable à celui qui l'est le moins. Et c'est vraiment une convergence de tous ces acteurs pour quelque chose qu'on a défini ensemble. Alors justement, comment le bonheur peut être un levier d'innovation territoriale, Josiane Corneloup? Comment le bonheur peut être un levier d'innovation territoriale? Ouais. Énormément, parce que à partir du moment, et d'ailleurs cela a été dit, puisqu'il y a des intervenants qui ont témoigné d'expériences qui ont déjà été conduites. Si vous voulez, en disant, voilà, nous mettons une certaine somme à votre disposition, présentez-nous des projets. Donc là, voyez-vous, on est vraiment vers le aller vers, on est vers laisser parler le territoire, laisser parler les citoyens, on est vers une démarche qui n'est plus du tout une démarche verticale, on est vraiment vers quelque chose d'horizontal, et ça me paraît effectivement avoir du sens. Encore faut-il, et je l'ai dit, faire preuve en face de beaucoup d'humilité en tant qu'élu, parce que parfois ça bouscule un petit peu toutes les convictions que vous pouvez avoir. C'est ça. Il faut parfois accepter des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, et il faut savoir rebondir sur tout ça et laisser circuler la parole librement. Donc oui, c'est une autre approche. Anne-Valérie Crespo, vous voulez réagir parce que vous êtes au cœur finalement de cette question de l'innovation par le bonheur, puisque on le sait bien, le management, la RSE, au-delà de répondre aussi à des obligations légales, hein, on ne va pas rentrer dans la technicité des choses, mais l'entrée de la CSRD, qui est cette double matérialité
social et comptable à l'intérieur du bilan impacte aujourd'hui les entreprises. Et donc, il faut aussi innover. Mais aussi, il est important, et vous le disiez les unes et les autres tout à l'heure, l'important de savoir pourquoi on se lève le matin et avoir plaisir à se lever. Comment cette notion de bonheur a été pour vous au groupe La Poste un levier d'innovation à la fois de management et puis un levier d'innovation territoriale pour le aller vers le territoire? Alors, au sein du groupe La Poste, notre histoire et nos valeurs nous portent en fait dans le rôle qu'on a à jouer dans la société, et pas que La Poste. C'est juste une illustration de ce que les entreprises peuvent apporter à un territoire et à un collectif d'humains. Parce qu'un territoire, c'est ça, c'est un construit social. Et donc, en fait, ce qui me paraît important de dire, c'est qu'une responsabilité sociétale, c'est pas seulement effectivement des contraintes normatives, ça va bien au-delà. Ça peut même être un effet levier. Nous, à partir de nos missions d'intérêt général et de nos valeurs, on essaye de porter un effet levier sur la société. Je vous donne un exemple, la question du numérique. Aujourd'hui, on est à la fois à la pointe du numérique avec une filiale comme Digipost, les premiers coffres-forts numériques. On est en train de créer un hub numérique qui s'appellera Numspot, un club du numérique ici en France, donc comme tiers de confiance. Et en même temps, on s'attache à l'accessibilité et à l'inclusion numérique partout. Avec dans les tablette, ça campagnes fonctionne et quels toujours, que tablette? soient voilà, les besoins. Ardoise, ça fonctionne toujours au groupe La Alors, Poste? Ardoise, évidemment, c'est une tablette à destination spécifique des seniors. Et pour vous donner un exemple de partenariat, parce que nous, on travaille avec tous les acteurs de territoire, évidemment, et en particulier de l'ESS, c'est peu su. Je pense à toutes nos actions en matière de bien vieillir à domicile, où, par exemple, on est en capacité de coordonner des offres et des services avec d'autres partenaires, par exemple de l'ESS, pour porter des repas à domicile, pour porter des médicaments à domicile, mais aussi pour proposer de la téléassistance, en plus du facteur qui vient voir la personne isolée. Et tout ça, c'est une articulation, une innovation sociétale qu'on peut faire sur tel et tel territoire et qui va dans le sens d'une amélioration du bien vieillir dans notre société. Alors, on a autour de cette table virtuelle, hein, puisque nous sommes tous dans nos bureaux respectifs, et et on parlait de numérique, et c'en est la réalité que nous exerçons aujourd'hui. On a la puissance publique, on a le territoire avec vous, Daphné, la puissance publique avec vous, Josiane, qui êtes députée aussi présidente de la NPP. Anne-Valérie, vous avez deux casquettes, celle du monde académique, puisque vous êtes doctorante, et en même temps, vous travaillez dans le monde de l'entreprise. On voit bien que si on veut pouvoir développer un territoire, il y a une vraie nécessité de tous se mettre autour de la table. Et vous, c'est ce que vous avez fait, Daphné, autour du PETR. Alors vous et les équipes et votre président de PETR, du Briançonnais, des Écrins, du Guillès 3 et du Queyras. Racontez-nous un peu cette aventure de ce PETR, parce que quand j'ai un peu travaillé notre échange, j'ai vu qu'il y avait une vraie richesse, il y a eu j'ai eu le sentiment qu'il y avait eu un engagement de tous dans ce projet, et que c'était pas juste la marotte d'un président de PETR ou d'une métropole ou d'une communauté de communes qui a voulu se faire plaisir en se disant il faut qu'on fasse quelque chose pour laisser une marque dans l'histoire. Est-ce que je me trompe quand j'ai dit ça, Daphné? J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une œuvre collective dans le Briançonnais. Alors, les pays, les PETR sont des démarches volontaires déjà à la base, donc c'est faire ensemble pour un territoire un peu plus élargi qu'un EPCI. Notre territoire, c'est un territoire de montagne, c'est un territoire rural, c'est un petit territoire parce que 35 000 habitants, 3 EPCI, mais il est grand parce qu'il fait 2100 km², il est à la frontière italienne, il est en haut de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à la région sud, dans les Hautes-Alpes. Voilà, je vous fais un petit peu Entre terre et mer. Alors surtout vers terre la et montagne, montagne, ouais. Entre montagne et mer, voilà, montagne et mer. haute montagne, parce qu'on a quand même la barre des Écrins qui est 4100 en altitude. Quand le président a été élu en 2014, il est parti sur la transition écologique, comment faire la transition écologique. Il a voulu démocratique, bien évidemment, et il a embarqué effectivement les autres élus, parce que
il souhaitait mettre en place certains programmes, hein. Bien sûr, il y a les politiques publiques qui nous aident, hein. Le premier programme, c'était TEPCV à l'époque, hein, territoire pour la croissance verte, déjà pour la croissance verte. Ensuite, il y a eu plein de démarches. Alors, on est parti sur la concertation. Nous, notre côté innovation territoriale, c'est la concertation. Comment faire pour bien vivre sur son territoire avec tous les aléas qu'il y a, toutes ces facettes. Territoire de montagne, donc territoire de tourisme, bien évidemment. Il a embarqué les autres élus, il a embarqué les citoyens. On a travaillé sur différentes missions. Alors, une qui a été emblématique, qui s'appelle 36 communes en transition. Alors, elle est sortie de la tête de notre président Pierre Leroy, qui s'est dit, on va mettre tout le monde autour de la table. Comment on va faire pour faire rentrer la transition écologique et les transitions dans les foyers des gens, parce qu'il faut les toucher chez eux. Ouais, Les c'est ça. faire venir, ça va être compliqué, donc il faut pouvoir les toucher. Donc on a mis en place, je vous invite à aller voir sur le site du pays grandbriançonnet.fr où on a toute l'explication. Pour un petit budget, parce que les pays et PETR ne sont pas très riches, ils ne lèvent pas l'impôt, bien évidemment, hein, c'est des participations. Il va falloir régler ça, madame la Et députée, hein. Pardon? Il va falloir rendre plus riches les PETR, hein, si j'ai bien Eh ben, compris. j'allais vous le dire parce que c'est ce que nous portons d'ailleurs, hein. Beaucoup plus de moyens. exactement, c'est ce qui est. Donc avec vos Mais moyens, vous avez commencé à développer quelques projets. Voilà, plusieurs projets de participation et les PETR ne sont pas riches, mais en répondant à des appels à projets, maintenant l'État, par exemple la NCT via le programme Avenir Montagne, finance de l'ingénierie, met en place des financements pour financer l'ingénierie, parce qu'on le sait que pour mettre tout ça en place, il faut des gens, des vrais gens sur les territoires pour animer cette dynamique, cette concertation, mettre en place les projets qui vont permettre de concerter. Alors là, je vous parlais de 36 communes en transition, mais aussi dans le cadre d'Avenir Montagne, pour citer ce projet que le PETR porte. On a mis autour de la table le monde académique, le monde scientifique, le monde des élus, tous les citoyens. Le monde économique, parce que c'est important le monde économique. On oublie souvent que pour avoir un levier de développement territorial, il ne faut pas oublier le monde académique. Et le monde académique en soi, le monde économique, est souvent, non pas à la traîne, mais parfois, et on l'a vu dans d'autres podcasts sur les alliances et les partenariats, a souvent pas conscience de son utilité territoriale. Alors nous, ils sont associés, hein, les socioprofessionnels sont associés aux démarches, notamment à Avenir Montagne, puisqu'Avenir Montagne, ça touche au tourisme, donc les socioprofessionnels, chez nous, sur cette partie, sont très importants, hein. Ils sont aussi sur toutes les autres parties, hein, sur la gestion des déchets, sur d'autres thématiques. Mais c'est vrai qu'on les inclut, mais ils sont autour de la table, ils sont là aussi avec les associations, hein, les publics, les privés. On est tous citoyens, hein, qu'on soit élu, qu'on soit sociopro, qu'on soit associatif, qu'on soit technicien dans un PETR ou dans un EPCI. Et c'est important de croiser les regards et de croiser tous ces mondes. Et c'est le but du jeu de toutes les démarches que l'on met en place. Là, notre dernière démarche et le dernier programme qu'on vient de mettre en place là, très récemment, c'est en lien avec la Banque des Territoires, Caisse des dépôts. C'est une modélisation d'une démarche de concertation sur la politique énergétique de notre territoire. Alors, en tenant compte, bien évidemment, de la ressource en eau, hein, qui est une thématique très importante, de la biodiversité des paysages. On veut mettre tout le monde autour de la table pour modéliser, pour faire ensemble, pour voir comment travailler, éviter les conflits d'usage. Alors ça réagit pas mal. Je sens que vous êtes le pivot, Daphna, dans cette. Anne-Valérie avait souhaité réagir, et puis après je vous laisse la parole, Josiane. Comme ça, je fais comme à l'Assemblée nationale, je distribue la parole. Voilà, 2 angles de réaction. Le premier sous l'angle académique. Vous m'avez fait plaisir de parler effectivement de ma thèse que j'ai soutenue en novembre. Donc, je suis maintenant docteur en sciences de gestion et de management. Je vous en remercie. Avec proposition à prix de jury. Mon jury m'a proposé à prix de thèse. Donc, je suis très, très flattée. Et ma thèse portait justement sur les conditions et les leviers qui permettent aux managers des entreprises et aux entreprises par effet amplificateur, de s'engager dans la société. Moi, je vous engage à lire, si vous ne l'avez pas encore fait, et vos auditeurs également, un rapport qui est très facile à lire, qui s'appelle le rapport de Monsieur Sénard et de Madame Nota, en 2018, sur la place des entreprises dans la société. C'est le rapport qui a ouvert ensuite à la loi Pacte, qui permet maintenant aux entreprises d'afficher clairement une raison d'être sociétale, à côté de leur raison d'être seulement économique. Et la notion d'entreprise à mission. Et c'est mon deuxième point. Si on prend l'exemple de La Poste, qui est une des premières entreprises, la première entreprise publique, je crois, est devenue en 2021 entreprise à mission.
Notre raison d'être, en fait, c'est peut-être aussi d'avoir un effet levier sur la société en fonction de nos valeurs. C'est-à-dire, par exemple, un effet levier sur la décarbonation d'une manière générale et en particulier des métropoles avec Logissimo. C'est un effet levier sur l'économie circulaire avec d'autres partenaires. Recigo, par exemple, pour la collecte de déchets de bureau et le recyclage, mais aussi, je pense à Nouvelle Attitude, notre filiale d'insertion professionnelle qui reconditionne les vélos des facteurs, par exemple, pour les proposer à des collectivités territoriales ou à de grandes entreprises pour des enjeux de mobilité propres. Et pour finir aussi, peut-être, au soutien de la Banque postale sur les collectivités territoriales, sur tout ce qui concerne, à travers les prêts verts et les prêts sociaux, l'accessibilité à chacun et les nouvelles transitions énergétiques. Et oui, Voilà, parce c'est que ça aussi. ça, c'est une vraie question. J'ai envie de dire, bon, les vélos, c'est très bien, c'est parfait, mais accompagner nos concitoyens dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments, je vais pas dire sans que ça leur coûte trop, mais sans qu'il y ait un empêchement à aller vers cette rénovation énergétique est essentiel. Josiane, vous vouliez réagir à ce que disait Daphné aussi sur la mise en place de ce projet de territoire que nous venons d'évoquer, Jean Bafouille. Oui, parce que je voulais réagir parce qu'effectivement, lors de nos états généraux, nous avons échangé sur cette notion de bonheur collectif. Au sein des pays PETR, beaucoup de choses ont déjà été faites. Et le Grand Briançonnais en est un exemple flagrant, puisque là, il y a vraiment eu, je trouve, une vraie dynamique de territoire, une véritable implication de tous pour un but commun. Et je pense que c'est aussi parce que les adhérents, les pays, les PETR sont des petites structures avec un nombre d'agents assez limité, que finalement, il y a une réactivité, une agilité qui est sans pareil. Et cette capacité, parce que finalement, c'est dans notre ADN, de consulter tous les acteurs. Et en totale autonomie. Donc, le projet, et cela a été dit, et ça, je trouve que c'est extrêmement important, moi qui suis très attachée au développement local, qui vient du territoire, qui a été pensé par le territoire et pour le territoire. Et là, on voit bien que toutes les expérimentations qui ont été conduites, elles émanent du territoire, elles correspondent à un besoin du territoire, et c'est pas quelque chose qui nous est dicté. Et moi qui suis pour cette autonomie des territoires, eh bien, je crois que c'est un magnifique exemple. On est là dans une richesse collective apportée par tous, et je crois que c'est aussi une façon de recréer un lien, une cohésion nationale, et de faire en sorte que demain, les gens aillent davantage voter, parce qu'ils vont davantage comprendre ce qui se joue. Ça c'est une évidence. Les Américains, je crois même, avaient donné quelques éléments pour expliquer aux gens, en leur coupant l'électricité quand il n'y avait plus d'argent dans les caisses de la commune, en disant, bah, écoutez, là, alors c'était un peu, c'est pour dire, vous voyez, aujourd'hui, là, on n'a plus d'argent parce qu'il y a eu d'autres dépenses, donc de montrer de l'utilité de l'impôt. Ça reste les Américains. Mais Daphné... je vous disais tout de même que nous sommes effectivement de petites structures, puisque les pays PETR regroupent à peu près 3 EPCI et sont des équipes de 5 à 8, 9 grand maximum. Et nous ne cessons de dire, nous avons publié un vade-mecum en ce sens, que oui, pour faire tout cela, ça demande du temps. Alors c'est assez invisible, hein, toute cette concertation, mais je crois qu'il faut vraiment que l'État prenne conscience que ça demande du temps et que le temps, eh bien, ce sont des moyens. Et nous avons porté un vade-mecum sur le 1% ingénierie pour demander un poste supplémentaire par PETR. Alors, j'ai juste une question à poser à vous, Daphné, puis je vous laisse la parole, Anne-Valérie. Le journaliste que je suis se pose la question, est-ce que quand on développe un projet de territoire comme vous l'avez fait là sur le PTER du Briançonnais, du Guillerskois et du Queyras, je crois que je l'ai à peu près bien dit, est-ce qu'on s'intéresse aux médias? Est-ce qu'on va aller voir? Je sais que Jean-Marc Sémoulin, qui a développé le PETR des Mureaux pour changer l'image de cette ville, l'a relancer. C'est un travail assez, je ne vais pas dire exemplaire, mais en tout cas, c'est un travail urbain, alors que souvent, quand on parle de PETR, on a plutôt des environnements ruraux. Est-ce qu'on s'intéresse aux médias? Est-ce qu'on les embarque aussi en leur disant voilà ce qu'on va faire, aidez-nous, faites pas du copinage avec nous, mais essayez d'aller avec nous dans cette démarche. Voilà ce qu'on veut transmettre aux gens pour notre territoire. Est-ce que c'est un travail qui est fait ou pas? Et c'est vraiment juste une question, hein, que je pose. Alors, sur l'exemple que je vous donnais de 36 communes en transition, on s'est appuyé sur la télévision locale, hein, qui s'appelait à l'époque d'ici, la TV d'ici, qui est maintenant BFM d'ici, qui nous a accompagnés
pour nous retransmettre l'émission dans les 36 communes. Donc, on a travaillé en partenariat avec eux. Après, la presse, oui, la transition écologique, nous, c'est notre fil rouge au PETR, du Briançonnais, des Écrins du Guillestroy, du Kera. La presse s'en empare, on a des articles, on travaille aussi sur les réseaux pour mettre en place tout ça. On a un site internet qui est très riche, on a la main sur notre site, on a la chance d'avoir la main sur notre site, donc on peut L'enrichir mettre des choses dessus. de contenu régulièrement. Voilà, et notre territoire est remarqué, donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'interventions. Le président en a pas mal, et on intervient aussi lors des états généraux ou d'autres, avec l'ADEME par exemple, aux assises qui vont avoir lieu. Et je voulais juste pas rebondir sur ce que vous avez dit sur votre exemple aux États-Unis. Je me permets, Anne-Valérie, sur la co-responsabilité, comme vous dites, des actions. Je parle d'Anne-Valérie parce qu'elle l'a écrit dans sa thèse, je l'ai vu. La co-responsabilité, nous, c'est ce qu'on veut mettre aussi en place dans toutes les actions qu'on met. On a fait la journée Avenir Montagne, où on a mis tout le monde autour de la table et on leur a dit, qu'on construit, on partage et on fait les conséquences afférentes. Là, on a une vraie dynamique de co-construction, d'alliances, de partenariats territoriaux. C'est ce qui vous faisait réagir, Anne-Valérie, cette notion de co-responsabilité, quand j'ai évoqué ce que faisaient quelques villes aux États américains et sur le travail effectué par Daphné et le PETR et toutes les équipes du PETR? C'est très clair aujourd'hui, y compris dans les entreprises. Les collaborateurs, les salariés, ils attendent davantage de sens dans leur travail à travers ces enjeux d'engagement sociétaux sur quoi? Sur le bassin de vie dans lequel ils s'inscrivent. C'est là où ils emmènent leurs enfants à l'école, c'est là où ils bénéficient d'infrastructures de sport, de santé, etc. Donc en fait, il y a des voies et des moyens, il y a des cadres dans lesquels les managers d'entreprise, les citoyens au sens très large, peuvent s'intégrer pour être utiles avec toutes leurs compétences individuelles, leur envie d'agir, leur inspiration à agir, leur histoire et aussi leurs compétences professionnelles. Ma thèse, elle est autour de ça, ces voies et moyens pour leur permettre de s'exprimer davantage. Et ce qui me paraît important par rapport à ça, c'est comment chaque personne, dans une entreprise ou pas, peut s'approprier une forme d'initiative de rôle pour faire avancer de là où il est, en fait, y compris dans son organisation, dans son territoire, ces questions d'utilité, du vivre ensemble. Et de ce point de vue-là, moi, ça me paraît vraiment important de penser, par exemple, à des collectifs qu'on appelle des collectifs interentreprises ou interorganisationnels. Il y a parfois des services de l'État, parfois des académiques, etc., sur des projets de territoire. Moi, je pense, par exemple, ici en Occitanie, très concrètement, moi, je représente la Poste à la présidence de la Fondation Égalité des chances de l'école Montpellier Business School, qui est très atypique dans les écoles de commerce françaises, en ce sens où elle a un tiers de ses étudiants en alternance et une politique sociale très forte depuis 20 ans. Je suis engagée également au titre de la Poste dans la gouvernance des missions locales d'insertion, marraine depuis 15 ans sur l'accompagnement à l'insertion professionnelle des jeunes des quartiers politiques de la ville et d'autres de mes collègues en zone de revitalisation rurale. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, juste pour finir, il y a une porosité très forte entre qui on est en tant que citoyen, en tant que maman, en tant que docteur, par exemple, dans ce qui me concerne, ou militante associative, et aussi où on travaille. Et c'est tout ça qu'on peut mettre en mouvement et qu'on peut mettre à disposition d'un territoire pour un projet de territoire qui ait du sens au niveau collectif, c'est une facette du bonheur, et aussi au niveau personnel. J'y crois énormément dans l'engagement de chacun pour la société. Josiane, vous vouliez réagir? Oui, parce que ça a été très, très net aux états généraux, si vous voulez, au sein des tables rondes, chacun s'est exprimé. Et je crois qu'aujourd'hui, le rôle de l'élu, c'est justement d'insuffler, de donner l'envie, d'inciter les gens à venir, à participer. Et il y avait nous avions dans les intervenants une vice-présidente de La Rochelle qui avait lancé comme ça une initiative en disant, ben voilà, venez. Et il y avait, je crois, plus de 40 personnes qui s'étaient investies, qui ont travaillé massivement pendant 6 mois pour établir un rapport sur un sujet qu'ils avaient convenu. Et en fait, quand ceci a été évalué, les personnes qui s'étaient investies, qui étaient des personnes qui habituellement ne s'investissaient pas,
disaient qu'ils avaient été très heureux de s'investir et qu'ils souhaitaient désormais s'investir. Donc ça veut bien dire que quand on arrive à les faire venir, à les écouter et à tenir compte de ce qu'ils disent, parce qu'il n'y a rien de pire que de consulter et de ne pas écouter, eh bien on voit bien que ça prend en fait, la mayonnaise prend. Alors, pour piloter tout ça, vous êtes un des territoires pilotes, chef de projet innovation territoriale. Ça correspond à quoi un chef de projet innovation et territoriale? Alors, c'est pilote, donc c'est de l'expérimentation, on préfigure ce que ça pourrait être dans le temps. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un chef de projet d'innovation territoriale? En quoi est-ce finalement un nouveau métier qui apparaît dans le dispositif des métiers qui accompagnent la transition, le développement durable des territoires? Alors, un nouveau métier, je ne suis pas sûre. On a toujours fait de l'animation de territoire depuis longtemps. Pour l'expérience chez nous, en 1995, l'émergence d'une idée de pays. Donc après, je vous passe les lois Voinet, les lois Pasqua, la MAPTAM et compagnie qui ont institué un peu plus les pays PETR. Mais ce chef de projet innovation territoriale, chacun aussi l'interprète sur son territoire comme il l'entend. L'innovation, c'est pas la même pour tout le monde, peut-être. Ce sont des ingénieurs territoriaux, des animateurs de territoire, des chefs de projet. Nous, par exemple, sur notre PETR, à ce jour, on a un chef de projet qui anime le CRTE, le contrat de relance et de transition écologique. L'animation autour de ce contrat, c'est d'innovation. Comment on peut animer un contrat étatique pour qu'il soit bien compris sur les territoires, comme une feuille de route de projet. Avenir Montagne, dont j'ai déjà parlé, qui est l'animation autour du tourisme de manière générale. C'est aussi de l'ingénierie autour des codes, des contrats d'objectifs territoriaux, climat, air, énergie, économie circulaire. C'est tout ça, cette innovation, c'est comment faire mettre en place toutes les transitions sur le territoire de manière innovante, et le chef de projet, pour faire accepter et donner envie, comme et donc madame, ce chef de projet, si j'ai bien compris, il a un peu cette vision 360 de pouvoir finalement autour parce qu'il y a les syndicats de régie des eaux, syndicats d'énergie qui sont aussi des acteurs dans les territoires et des acteurs importants parce que c'est sur eux que repose un certain nombre de contractualisations avec l'office de tourisme. Ce chef de projet d'innovation, il doit avoir en fait cette compétence un peu 360 de pouvoir englober la totalité d'un projet territorial pour pouvoir mobiliser l'ensemble des acteurs, des citoyens jusqu'au chef d'entreprise, pour pouvoir arriver à mettre une petite patte et faire grandir ce bonheur local, c'est ça ? Exactement, la politique du petit pas, comme on le dit, faire avec, donner envie, donner l'adhésion, sans créer de frustration, bien évidemment, parce que ça, c'est important de ne pas créer de la frustration, et c'est surtout de donner envie de faire ensemble. Anne-Valérie, et puis après on terminera avec 2-3 questions parce que le temps file et qu'à un moment donné, il faudra que nous retournions à une vie normale. Anne-Valérie, vous vouliez réagir ? Moi, ce qui me paraît, oui, peut-être intéressant de rajouter, c'est que quel que soit l'angle dont on part, c'est-à-dire la profession qu'on a, le rôle qu'on a sur le territoire, l'engagement sociétal, il doit être à la fois, il n'est pas hors les murs en fait, il doit être à la fois ancré, ça veut dire qu'il s'inscrit dans un espace, donc forcément un territoire, avec un projet de territoire et d'autres acteurs. On est sur les partenariats, les alliances, du type la charte Alliance dynamique chez nous avec les acteurs de l'ESS. Mais aujourd'hui, ce qui est très notable, c'est que en fait, cet engagement sociétal, qu'il soit associatif, dans les actions diverses et variées, il ne se décrète pas par le haut. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'il devient de plus en plus horizontal. Il y a tout un tas de collectifs qui se créent. Je pense aussi à la Fondation Agir contre l'exclusion, par exemple, qui permet à des entreprises de se regrouper, d'échanger leurs bonnes pratiques sur l'utilité au territoire qu'elles peuvent avoir. Je pense à l'alternance. Quand on recrute des alternants, on développe les talents du territoire, au-delà de seulement aller chercher des nouveaux recrutements pour les entreprises concernées. Je pense aussi à l'intégration des personnes en situation de handicap, par exemple. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une vision un peu plus horizontale et un travail partagé au service du territoire et de la société, il me semble. Josiane Cornelou, est-ce que la NPP finance l'ingénierie de projet dans ces territoires ? Elle travaille à permettre justement à des PETR de pouvoir développer leur réflexion et de pouvoir la
co-construire avec leurs partenaires. Est-ce qu'aujourd'hui, la NPP n'aurait pas un sujet, un travail pour donner un outil de mesure d'impact, permettre aux PETR de mesurer l'impact que ce qu'ils ont mis en place, ça fonctionne, mesurer le niveau de bonheur local, de mesurer, alors il y a plein d'instituts de sondage qui le font, mais quand on veut vérifier la pertinence d'une politique territoriale, d'une politique publique, il faut aussi des outils de mesure. Est-ce qu'aujourd'hui, la NPP ou les territoires ont des outils qui leur permettent de mesurer cet impact et pas de se dire bah, on fait et puis on voit quoi en fonction peut-être de 2-3 outils de base? Non, parce que vous savez très bien, peut-être comme moi, que lorsque vous développez une action, enfin, je pense que le PETR du Grand Briançonnais saurait vous le dire beaucoup mieux, puisqu'ils sont vraiment dans le concret. Lorsque vous développez une action, si vous répondez à un appel à projet particulier, vous avez forcément associé une évaluation. Alors avec des critères que vous avez définis préalablement, donc toutes les expérimentations qui sont conduites dans les territoires de projet sont évaluées. Mmh. Et d'ailleurs, moi-même, qui rencontre énormément de ministères et de ministres, chaque fois, je fais état d'expérimentations qui ont été conduites avec succès, que je porte à leur connaissance. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas tellement l'évaluation qui pose souci, parce que celle-ci, elle a été faite, c'est plutôt le porter à connaissance et la possibilité de le dupliquer ailleurs sur un territoire qui aurait les mêmes problématiques. Parce qu'encore une fois, on voit bien que la politique nationale, elle se décline sur l'ensemble du territoire national de la même façon, ce qui n'est pas sans poser souci, parce que les problématiques de la zone montagne du Grand Briançonnais ne sont pas les mêmes que chez moi en Charolais-Brionnais. Là, on a la chance de pouvoir adapter vraiment au territoire et de faire une expérimentation qui correspond à la problématique. Mais je pense que c'est dommage, quand ça marche bien, de ne pas pouvoir le porter davantage à connaissance. Alors, on arrive au terme. Je vais vous poser une dernière question avant de nous quitter. Pour vous, chacun de là où vous êtes, dans vos missions respectives, quel est le levier que vous souhaitez actionner là en ce moment pour pouvoir continuer cette mission que vous avez et pendant que vous réfléchissez, je voulais dire aux auditeurs, on a parlé avec Anne-Valérie tout à l'heure des entreprises à mission, de la loi Pacte, on a parlé des entreprises qui s'engageaient et c'est tout nouveau et je crois que dans notre podcast, c'est extrêmement intéressant de le dire. L'agence de développement Nantes-Saint-Nazaire est la première agence à mission, c'est-à-dire qu'elle s'est dotée d'une raison d'être et d'un conseil à mission pour pouvoir aller sur le développement territorial, aller chercher de nouveaux entrants et donc travailler au bonheur local dans une dynamique missionnaire. Donc je trouvais que c'était intéressant de souligner ça parce que ça vient de tomber quasiment aujourd'hui sur les téléscripteurs. Anne-Valérie, est-ce que vous avez pris le temps de la réflexion? Quel est le levier, vous, que vous aimeriez actionner là, dans les jours, dans les mois qui viennent? Alors, c'est le levier de l'impact et je le vois sous 2 angles. L'évaluation globale, on va dire, d'une entreprise, parce qu'elle a un rôle à jouer dans la société, j'en suis vraiment persuadée. Alors, bon, la Poste est depuis 3 ans au premier rang mondial, je ne sais pas si vous le savez, tous secteurs confondus, et au niveau donc mondial, pour l'agence Moody's ESG Solutions. Donc ça fait écho à une évolution globale. Vous avez parlé de la CSRD, la Corporate Social Reporting Directive, avec cet impact sociétal. Et à l'autre bout, l'impact local. Parce que la Poste, c'est une entreprise de proximité et chacun des managers peut s'engager, chacun des collaborateurs de la Poste, et ça vaut pour toutes les entreprises, pour toutes les organisations. Une organisation, c'est une communauté d'humains, et chacun d'entre eux peut s'engager et agir là où il est. Donc vous, Anne-Valérie, si j'ai bien compris, le levier que vous souhaitez actionner, c'est la notion d'impact, c'est de dire aux entreprises, au monde économique et finalement à toutes les structures salariales, laissez à vos collaborateurs du temps pour aller s'engager dans des actions de territoire parce que soit au nom de notre groupe, de notre entreprise, soit à titre personnel, mais soyez engagés, soyez impactants sur votre territoire, c'est comme ça qu'on le développera. Alors, permettez l'engagement de vos collaborateurs, effectivement, permettez-leur de s'exprimer dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise, parce que pour moi, l'engagement sociétal d'une entreprise et d'une organisation au sens large, c'est une responsabilité sociétale
ancrée, ça veut dire concrète sur un territoire, et incarnée, ça veut dire incarnée par des gens qui la font vivre. Sinon, ça n'existe pas. Et je sais que des entreprises comme Michelin, à une période, promouvaient l'engagement sur des listes électorales, particulièrement sur des mairies d'Auvergne, en établissant des agendas qui leur permettaient à la fois d'avoir leur fonction salariale et leur fonction d'élu. Josiane, quel serait pour vous le levier là, d'où vous êtes, soit à la présidence de la NPP, soit en tant que députée, pour pouvoir continuer à développer ces territoires durablement au travers d'actions telles que celles portées par le PETR et Daphné? Moi, je rejoins assez ce que disait Anne-Valérie. Je pense que en tant qu'élue et présidente de la NPP, mon rôle, c'est vraiment d'insuffler, je crois que ces états généraux y ont parfaitement participé, cette dimension d'humain et de responsabilité, de co-responsabilité, la complémentarité de chacun. Et effectivement, je pense que nous avons tous un rôle à jouer. Où que nous soyons, quel que soit notre statut socio-professionnel, et il faut que chacun en prenne conscience. Donc notre rôle, c'est de l'insuffler, c'est de communiquer pour faire venir tout le monde et être dans un esprit très ouvert, puisque c'est ça aussi. Et on voit bien aujourd'hui combien les salariés sont attachés effectivement à cette question du sens, de la responsabilité sociétale, environnementale. Et donc je crois que nous, je pense que territoire de projet ANPP, nous avons déjà un grand chemin parcouru parce que nous avons cette habitude de la concertation, du partage. Il faut encore aller plus loin et encore le dire pour essayer de stimuler des initiatives nouvelles. Et pour terminer, le mot de la fin est au Briançonnais, Daphné. Merci. Alors moi, je dirais donner les moyens au territoire de travailler, comme je l'ai dit au début, à son premier kilomètre des besoins, mais défini par et pour le territoire. Et je donnerai un dernier exemple qui est un programme qui est porté par de nombreux pays et de PETR, c'est le programme LEADER. Le programme LEADER, on définit sa stratégie sur le territoire. On l'anime nous-mêmes par le biais d'un comité de programmation qu'on définit avec du public et du privé. Nous, on y associe aussi les chambres consulaires, nos parcs. Alors, on a 2 parcs, le parc régional du Queyras et le parc national des Écrins chez nous. Et on a associé aussi le privé. Par l'UDES par exemple, par le comptoir des associations, par le conseil de développement et par des gens de la société civile qui ont souhaité s'y. Et on y fait aussi l'évaluation. Donc c'est vraiment un programme qui reprend tout dans la concertation, l'animation et l'ingénierie territoriale, puisqu'il y a de l'ingénierie territoriale dédiée. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup à toutes les trois. On le voit bien d'ailleurs dans vos prises de parole respectives, il y a un véritable bonheur à travailler au développement territorial et on ne le voit pas, mais on l'entend, le sourire de Daphné. Et finalement, le premier témoignage de bonheur, c'est quand on témoigne avec sourire du territoire d'où l'on parle et dans lequel on travaille et l'on vit. Merci Josiane Corneloup, merci Daphné Khalifa, merci Anne-Valérie Crespo d'avoir été les invités de Comment vas-tu bien la planète. On se retrouve d'ici quelques temps pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Et n'oubliez pas une chose, c'est la plus importante, c'est qu'à tous, on peut tout. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. Hello, salut, comment ça va? C'était Comment vas-tu bien la planète, saison 3, épisode 6. L'innovation territoriale au service du bonheur de tous. Une émission en partenariat avec le laboratoire d'innovation partenariale, le RAMO. Si vous aussi, vous souhaitez devenir partenaire de Comment vas-tu bien la planète, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante Mediadvise, mediadvize.fr. Retrouvez l'intégralité des épisodes sur les plateformes de podcast dédiées. Hello, salut, comment ça va?